Tout le monde regarde Gaza, Taïwan, l'Ukraine, mais le vrai point de rupture du monde est ailleurs. Et personne n'en parle. On vous montre des missiles, des frappes, des cartes rouges et bleues, on vous parle de guerre, de diplomatie, de sanctions. Mais personne ne vous dit que l'économie mondiale tient aujourd'hui sur un passage d'eau, un passage si étroit qu'un seul incident peut tout arrêter. Ce passage, c'est le détroit d'Ormuz. Et en ce moment, il est en train de devenir le point le plus dangereux de la planète. Les médias vous montrent des navires qui passent, des porte-avions américains qui patrouillent, des discours rassurants sur la stabilité régionale. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Ce détroit n'est pas sécurisé, il est toléré. Chaque jour, entre 18 et 21 millions de barils de pétrole traversent ce passage. Près de 20% de l'énergie mondiale. Un chiffre colossal, concentré en un seul point. Et ce point peut être fermé, pas détruit, pas envahi, juste bloqué. Imaginez une autoroute avec des milliers de camions. Vous ne détruisez pas les camions, vous bloquez un tunnel et tout s'arrête. C'est exactement ce qu'est Ormuz, un tunnel énergétique mondial. Et aujourd'hui, ce tunnel est sous pression. Parce que contrairement à ce qu'on vous répète depuis des années, l'équilibre dans cette zone n'est pas stable. Il est fragile, extrêmement fragile. L'Iran contrôle la rive nord du détroit. Ses missiles côtiers couvrent l'intégralité du passage. Ses drones surveillent en permanence les mouvements. Ces sous-marins de petite taille peuvent opérer dans des eaux peu profondes où les grandes flottes sont inefficaces. Ce n'est pas une menace théorique. Depuis plusieurs années, des pétroliers ont été saisis, des navires ont été attaqués, des mines ont été détectées. Tout est déjà en place. Mais voici ce que personne ne veut admettre. L'Iran n'a pas besoin de gagner une guerre. Il a juste besoin de créer de l'incertitude. Parce qu'en mer, la peur suffit. Un seul tanker immobilisé dans le couloir de navigation. Un seul. Et les compagnies maritimes arrêtent immédiatement leur route. Les assurances explosent. Les prix du pétrole s'envolent. Et le système commence à ralentir. Pas en semaines, en heures. Voici l'erreur stratégique que tout le monde est en train de faire. L'Occident pense que plus de pression militaire va stabiliser la région. Mais c'est exactement l'inverse. Plus la pression augmente, plus les options diplomatiques disparaissent, plus le blocage du détroit devient rationnel pour l'Iran. Pas comme une victoire, comme une dernière carte, une carte capable de toucher le monde entier, instantanément. Maintenant, regardons les faits. Le détroit mesure environ 54 km de large, mais la voie réelle utilisée par les tankers, environ 3 km par sens. 3 km, c'est moins que la largeur de certaines villes. Et dans ce couloir transitent chaque jour des flux énergétiques essentiels à des milliards de personnes. 6 à 8 tankers passent chaque heure. Un seul incident et tout s'arrête. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité géographique. Et la géographie ne se négocie pas. Maintenant, ajoutez à ça ce qui se passe autour. Au Yémen, les Houthis perturbent déjà la mer Rouge. Au Liban, le Hezbollah maintient une pression constante. Dans le Golfe, les tensions militaires augmentent. 3 zones, 3 fronts, une seule logique, saturation, rendre toute réponse globale impossible. Et pendant que ces foyers s'allument, le point central reste Ormuz, silencieux, mais critique. Imaginez maintenant une scène. Il est 2 heures du matin dans le Golfe. Un tanker avance lentement dans le couloir nord. Tout est calme. À quelques dizaines de kilomètres, sur la côte iranienne, des systèmes de missiles sont déjà positionnés. Ils n'ont pas besoin de tirer. Ils ont juste besoin d'exister. À Washington, les analystes observent les données. Les signaux sont faibles, ambigus, trop faibles pour justifier une réponse immédiate, trop forts pour être ignorés. Le temps passe. Et dans ce type de situation, le temps est l'arme principale, parce que plus la décision tarde, plus le risque augmente. Et plus le risque augmente, plus le système économique commence à paniquer, sans qu'aucun missile ne soit tiré. C'est ça, la guerre moderne. Pas une guerre de destruction, une guerre de pression. Maintenant, regardons ce que ça implique. Si le détroit est partiellement bloqué,
le prix du pétrole peut dépasser 150 $. Si le blocage dure, certaines estimations parlent de 200 voire 300 $. En 48 heures, les marchés réagissent. En 72 heures, les chaînes logistiques commencent à se casser. En une semaine, des économies entières entrent en crise, pas locale, globale, parce que l'énergie, c'est la base de tout. Transport, industrie, alimentation. Tout dépend de ce flux, et ce flux passe par 3 kilomètres d'eau. Maintenant, projetez ça dans le futur. Dans 2 ans, si les tensions continuent, le risque d'incidents graves dans le détroit va exploser. Les assurances maritimes vont continuer à augmenter. Les compagnies vont réduire leur passage. Le système deviendra plus lent, plus coûteux. Dans 5 ans, les grandes puissances vont chercher des alternatives. Pipeline, nouvelles routes, investissements massifs. Mais aucun de ces projets ne pourra remplacer complètement Hormuz à court terme. Dans 10 ans, 2 scénarios. Soit le détroit est sécurisé par des accords internationaux solides, soit le monde apprend à vivre avec une menace permanente, une épée de Damoclès au-dessus de l'économie mondiale. Et maintenant, retenez un seul chiffre, 3 kilomètres. C'est la largeur réelle du couloir qui alimente une partie de la planète. 3 kilomètres entre stabilité et chaos, 3 kilomètres entre normalité et crise mondiale. Et maintenant, posez-vous cette question. Si tout repose sur un passage aussi fragile, pourquoi personne n'en parle sérieusement? Pourquoi les décisions géopolitiques continuent d'ignorer ce point critique? Et surtout, si demain matin, ce détroit ferme, est-ce que quelqu'un, quelque part, a vraiment un plan? Parce que pour l'instant, le monde entier dépend d'un robinet. Et personne ne contrôle vraiment la main qui est dessus. Parce que c'est là que tout devient encore plus inquiétant. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un point de passage, c'est un levier. Un levier que certains acteurs peuvent activer sans déclencher une guerre totale. Et c'est exactement ce qui le rend dangereux. Dans les conflits classiques, il y a une ligne claire, une attaque, une réponse, une escalade. Ici, cette ligne n'existe pas, parce que fermer complètement Hormuz serait une déclaration de guerre mondiale. Mais le perturber légèrement, c'est autre chose, c'est une zone grise. Et dans cette zone, il n'y a pas de règles. Un drone qui s'approche trop près, un navire qui change de trajectoire, un signal radar incomplet. Rien n'est assez clair pour déclencher une riposte massive. Mais tout est suffisant pour créer du doute. Et ce doute est plus puissant qu'une attaque directe, parce qu'il paralyse la décision. Les marchés n'attendent pas la certitude. Ils réagissent à l'incertitude. Les compagnies pétrolières non plus. Les assureurs encore moins. Et c'est là que la stratégie devient presque invisible. Vous n'avez pas besoin de fermer le détroit. Vous devez juste faire en sorte que personne ne soit sûr qu'il restera ouvert. C'est une pression constante, une tension permanente, un équilibre instable qui peut basculer à tout moment. Maintenant, regardez le jeu des grandes puissances. Les États-Unis déploient des flottes pour sécuriser la zone, mais leur présence ne supprime pas le risque, elle le déplace. Parce que plus la présence militaire augmente, plus le moindre incident peut dégénérer. Un tir mal interprété, une erreur humaine, une réaction trop rapide, et tout peut s'enchaîner. De l'autre côté, l'Iran n'a pas besoin d'égalité militaire. Il joue sur le terrain qui lui est favorable. Un espace étroit, prévisible, contrôlable. Un environnement où les grandes flottes deviennent moins efficaces. Et surtout, un endroit où chaque action a un impact global. C'est ça, la vraie asymétrie. Ce n'est pas une question de puissance brute, c'est une question de position. Celui qui contrôle le point critique contrôle le rythme. Et aujourd'hui, ce rythme peut être ralenti à volonté. Mais ce n'est pas encore le point le plus important. Le vrai basculement est psychologique, parce que le monde commence à intégrer ce risque, lentement. Les marchés l'intègrent, les gouvernements l'intègrent, les entreprises l'intègrent. Et une fois qu'un risque est intégré, il change les comportements. On investit différemment, on transporte différemment,
On sécurise différemment. Et ça, c'est déjà une victoire stratégique, même sans conflit, même sans fermeture, même sans crise visible. Le simple fait que ce détroit puisse bloquer le monde suffit à redéfinir les décisions. Et ça, c'est quelque chose que les médias ne montrent pas. Parce que ce n'est pas spectaculaire, c'est lent, silencieux, progressif. Mais c'est exactement comme ça que les grandes transformations commencent. Pas avec une explosion, avec une tension qui monte. Maintenant, imaginez le pire scénario. Pas une guerre totale, mais une série d'incidents. Un tanker touché ici, un autre détourné là, des primes d'assurance qui doublent, puis triplent. Les compagnies réduisent leur passage, les flux ralentissent. Et soudain, sans annonce officielle, le monde fonctionne au ralenti. Pas de panique immédiate, pas de guerre déclarée. Juste une crise qui s'installe, progressivement. Et dans ce type de crise, il n'y a pas de solution rapide. Parce qu'on ne peut pas déplacer un détroit. On ne peut pas recréer une géographie. On ne peut pas remplacer 20% de l'énergie mondiale du jour au lendemain. Alors le système s'adapte, il ralentit, il devient plus cher, moins efficace. Et ce coût finit toujours par retomber quelque part, sur les économies, sur les entreprises, sur les populations. C'est ça la vraie conséquence. Pas une explosion visible, une pression invisible qui s'étend partout. Et maintenant, revenons à la question essentielle. Pourquoi ce sujet n'est pas au centre de toutes les discussions? Pourquoi ce point critique reste secondaire dans le débat public? Parce qu'il est inconfortable, parce qu'il montre une réalité que personne ne veut vraiment accepter. Le monde n'est pas aussi stable qu'il le paraît. Il repose sur des équilibres fragiles, des points critiques, des zones où tout peut basculer. Et le détroit d'Ormuz est probablement le plus important d'entre eux. Alors la prochaine fois que vous verrez une carte géopolitique ou une analyse sur un conflit, rappelez-vous ceci. Ce ne sont pas toujours les zones les plus visibles qui comptent. Ce sont les points de passage, les goulots d'étranglement, les endroits où tout converge. Parce que c'est là que le pouvoir réel se trouve. Et aujourd'hui, ce pouvoir tient dans quelques kilomètres d'eau. Quelques kilomètres qui peuvent décider du rythme du monde entier. Et c'est précisément là que tout devient critique. Parce qu'à partir du moment où un système entier dépend d'un seul point, ce point devient une arme. Pas une arme classique, une arme silencieuse. Une arme qui ne détruit pas immédiatement, mais qui contrôle le tempo. Et dans le monde actuel, contrôler le tempo, c'est contrôler le pouvoir. Les grandes puissances ne cherchent plus seulement à dominer. Elles cherchent à ralentir leurs adversaires, à les épuiser, à les rendre dépendants, à les forcer à réagir plutôt qu'à agir. Et Ormuz est l'exemple parfait de cette nouvelle logique. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un interrupteur. Un interrupteur que personne ne veut voir activé, mais que tout le monde sait exister. Et tant que cet interrupteur existe, aucune stratégie globale n'est vraiment stable. Parce qu'au fond, tout repose sur une hypothèse fragile, que personne n'appuiera dessus. Mais dans un monde où les tensions augmentent, où les alliances changent, où les pressions s'accumulent, combien de temps cette hypothèse peut-elle tenir? C'est ça, la vraie question. Pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui peut se passer demain. Parce que les grandes crises ne préviennent jamais. Elles s'installent, elles s'accumulent, puis elles basculent. Et quand elles basculent, il est déjà trop tard pour comprendre. Alors si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue derrière les événements que tout le monde regarde, si tu veux voir les mécanismes invisibles avant qu'ils ne deviennent évidents pour tout le monde, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu viens de voir, ce n'est que la surface. Et les prochaines analyses vont aller encore plus loin.